grand plaisir sur cette scène Brigitte Rinaldi et Laurence Copin. Brigitte Rinaldi, elle est dirigeante des écuries de Champlon. Elle a fait ses armes à l'UCPA La Courneuve en tant que responsable pédagogique. Avant de monter sa structure, elle a deux filles qui ont débuté à Shetland avant d'accéder à l'équipe de France Poney et Jeunes. Elle enseigne l'équitation et accompagne la progression de nombreux cavaliers jusqu'au championnat de France. Laurence Copin, ancienne dirigeante du centre équestre de Vienne-le-Couzon, BEF2, BFE3, professeur d'équitation fédérale, ancienne cavalière de compétition, experte fédérale en équifile. Alors, vous avez un peu de temps quand même, hein, mais vous devez absolument vous partager la parole. Vous avez exactement 35 minutes. Donc, on divise en deux. Qui commence? Et nous allons parler maintenant de l'aventure Shetland. Donc, elle est là. Adapter son offre en fonction de son projet de club. C'est Bonjour tout le monde. Ça marche, on entend très bien. Moi, je vais d'abord parler de pourquoi j'ai été attirée par les Shetland. Je fais partie de la génération des années 70, mais pourtant je ne fais pas en Île-de-France, mais c'est quand même le Brin-Borillon qui s'est décalé près de Genève, et j'ai eu la chance de monter à Shetland petite. Et quand je suis arrivée sur la Courneuve, on m'a dit, moi je voulais faire absolument de la compétition, parce que j'étais très compète, et on m'a dit non, il n'y a pas de place pour les militaires faire la compétition, donc toi tu ne feras pas de compétition. Donc il y a les Shetland qui ne sautaient pas, j'ai dit je ne peux pas m'occuper des Shetland. Et on m'a dit, oh les petits cochons, vas-y. Donc c'est comme ça que j'ai baigné dans le monde des Shetland. C'est comme ça que je suis venue vers le monde des Shetland et que j'ai complètement adhéré et qu'aujourd'hui c'est un projet entier. Et je suis convaincue par Shetland. Donc j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui a cru en moi, qui a acheté 15 Shetland non débourrés. Et je peux vous dire que 15 Shetland non débourrés avec un projet qui tient la route, une motivation d'en faire, dans un an, on les emmène à la botte. Et les parents et les enfants, ça fait un super projet. Laurence? Oui. Et moi, c'était mon centre équestre, c'est celui que j'avais créé. Donc avec un objectif très clair au départ, l'épanouissement de la personne et principalement l'épanouissement des enfants avec les poneys. C'était vraiment un projet loisir. En me disant, bon, peut-être que ça débouchera sur de la compétition plus tard, mais aujourd'hui, on est sur du loisir, et du loisir bien fait, pas ce qu'on pourrait appeler du radada. C'est-à-dire vraiment une proposition qui soit bien codifiée et qui, en même temps, laisse à chacun le loisir de s'épanouir. Alors, Brigitte, justement, quand tu es arrivée avec ces 15 Shetland, le projet, comment tu as défini ton projet? Et puis, parce que ça n'a pas été 15 Shetland qui bourré la motte, c'était 15 Shetland que vous avez utilisé comment à la Courneuve, et petit à petit, quelles ont été les étapes importantes et quel était le projet dès le départ? C'était pas la motte? Si. Dès le départ, c'était la motte, mais il y a quelques étapes. Dans ma tête, c'était la motte. D'accord, mais dans la tête des enfants, ou dans la tête des parents, peut-être pas, il y a eu des étapes, c'était raconter cette histoire. Il y a eu des étapes, déjà il a fallu les construire, les préparer, etc. Donc, comme évidemment, c'était un objectif très compétition, c'était assez facile de convaincre les grands enfants de venir nous aider à préparer ces petits poneys pour les confier aux autres. Donc on a fait un système de parrainage, les grands avaient un Shetland confié, qui préparait, qui montait en cours avec les petits pour préparer à être éduqués, à être montés par les petits. Laurence. Alors, moi, Toi, ton projet loisir. Mon projet loisir, il passait également par de la formation des enseignants, parce que j'ai fait beaucoup de formation d'enseignants. Et justement, j'expliquais aux enseignants que le fait déjà de s'approcher d'un poney, c'était une performance. Parce que les enseignants qui arrivaient, pour les élèves moniteurs, ils arrivaient, ils disaient, voilà, oui, c'est un projet pour savoir monter à cheval, etc. Mais non, s'approcher du poney, c'est déjà une performance. Et le projet loisir, c'était justement de développer la relation entre l'enfant et le poney. Moi aussi, j'ai démarré avec du coup des poneys achetés à droite et à gauche et pas éduqués du tout. Voilà, et il a fallu les éduquer. Alors justement, l'une et l'autre, vous avez choisi comment vos poneys? Après, moi, il y avait des poneys qui existaient déjà dans le club, qui étaient déjà présents. Bien sûr, ils étaient plus habitués à travailler les uns derrière les autres.
Donc c'est déjà un gros travail de lui apprendre à travailler individuellement et en autonomie. C'est un travail qui se fait de longue haleine. Après, comment un poney ça se choisit, c'est l'avantage des Shetland, c'est qu'ils sont tous assez polyvalents. On n'a pas besoin d'avoir un type, c'est sûr que le cheval de sport, on choisit, il faut qu'il ait des bons athlons, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Les Shetland, ils s'adaptent tous assez bien, donc c'est assez facile d'adapter les Shetland à l'équitation. Certains sont moins sport, certains ont plus de dynamique, certains ont plus de sang, tous peuvent correspondre à un projet différent. Alors, des poneys, il y en a partout. Il y en a absolument partout. Des Shetland. On en trouve dans tous les prés, on en trouve chez les marchands, on en trouve chez des particuliers qui ont un poney et qui disent oh, c'est impossible, moi je ne peux pas le garder maintenant, les enfants ça ne les intéresse pas, il est là, il mange, et voilà. Donc j'ai pris un petit peu tout ce qui venait et ça a fonctionné. L'important c'était de les éduquer. Il y a, au moment où vous avez commencé, le Shetland, c'était quand même, c'était pas de l'équitation, quoi. C'était, vous regardez ça d'une manière, les cavaliers, ils avaient du mal à se dire, tiens, on fait de l'équitation avec le Shetland. Il a fallu se bagarrer pour vraiment installer le Shetland dans les centres équestres et qu'il soit vraiment intégré à l'équitation, entre guillemets, classique. Ah oui, tout à fait. Parce que justement, moi je me suis implanté à un endroit où il y avait un autre centre équestre et c'était que des chevaux. Donc quand j'ai amené mes poneys et que j'ai dit aux gens, non, vos enfants, regardez la taille qu'ils ont, ils vont monter sur un poney. Non, mais c'est pas un cheval, ils sont capables de monter à cheval. Donc, tu le fais bien, le... je crois que l'argument sécurité et pédagogique les a convaincus. Vraiment. Brigitte ? Effectivement, il y a un peu tout le monde à convaincre. Les directeurs de centre, les moniteurs, les parents, les enfants, c'est toute une globalité à convaincre pour convaincre l'enfant est bien sur son Shetland et qu'il est bien quand la taille correspond à la taille du Shetland. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai travail. Mais justement, je rejoins un petit peu Laurence, effectivement, le côté sécuritaire, le côté de faire des choses exceptionnelles sur les petits poneys, les emmener faire du terrain varié, des montées, des descentes sur des petits poneys qu'ils ne feraient jamais sur un poney plus grand. C'est vraiment le côté qui peut séduire. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai, j'entendais tout à l'heure les intervenants avant qui disaient l'importance d'un briefing au début d'année. Oui, ça c'est hyper important. Pourquoi est-ce qu'on va proposer aux enfants de monter sur des Shetland et d'autres sur des plus grands poneys? Tout de suite expliquer notre choix du petit poney. On a tous chez nous un grand poney de 15 ans qui est capable d'avoir un enfant 6 ans sur son dos. Et celui-là, des fois, on l'a qu'une fois, on aimerait bien le cloner, mais on l'a qu'une fois. Alors que par contre, le Shetland, c'est une multitude de poneys différents. Mais effectivement, il faut convaincre les parents et ça, il faut passer du temps. Et c'est sur la première séance de l'année qu'il faut prendre ce temps. Après, c'est du temps qui est gagné sur les séances d'après. Et à l'époque, vous étiez de la team Selle, à Boudin, Selle plate, ou ça n'existait pas la Selle C'était Selle à Boudin. Selle à Boudin. Brigitte? Oui, c'est pareil, Selle à Boudin. Pareil. Comment vous les avez dressés, vos Shetland? Parce que, ok, on est né en reprise, et après, il y a les récalcitrants, il y a ceux qui ne vont pas tout à fait correctement, il y a les poneys, on essaie d'avoir un maximum de poneys en tête, parce que bien souvent, dans les poney clubs, à mon souvenir, il y avait 2-3 poneys qui allaient bien en tête, et puis les autres suivaient. Alors, quelle était votre manière de les accompagner dans leur apprentissage, eux aussi? Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut que la cavalerie soit apaisée socialement. Donc ça, c'est essentiel. Que tous les poneys vivent ensemble, aient trouvé leur place dans le troupeau. Ça, c'est essentiel. À partir de... Chaque fois qu'on intègre un nouveau poney, il faut lui laisser le temps de prendre sa place dans le troupeau. Après, j'utilisais les cavaliers un peu plus grands, un peu plus expérimentés aussi. Le travail aux longues graines, il faut passer du temps avec le poney. L'équitation, c'est une histoire de relation. C'est de la relation avec son guidé. Donc, si on ne passe pas du temps avec son Shetland, on ne peut pas l'éduquer. Il faut passer du temps, il faut trouver des jeunes dans le club qui l'aiment. C'est important d'aimer son poney pour pouvoir lui apprendre des choses. Oui, mais il y a celui qu'on aime beaucoup et celui qu'on aime moins. Celui qu'on aime moins, on a toujours, dans tous les clubs, dans toutes les cavaleries, il y a toujours au moins un enfant qui aime ce poney-là. Peut-être justement parce qu'il est plus compliqué. Peut-être parce qu'il est à l'écart. Et il y a un enfant, il est différent. Et il y a un enfant qui a la fibre, celui-là, je l'aime beaucoup. Ça m'est déjà arrivé.
un poney que personne ne voulait, qui était vraiment très très compliqué à éduquer. Et il y a une jeune fille qui a dit « Ah, celui-là, vraiment, il s'appelait Biscotto, le poney. » Il porte bien son nom. Et « Ah, celui-là, oui, moi je vais m'en occuper. » Voilà. Et on a guidé un peu cette jeune fille, elle nous a aidés à éduquer ce poney. Alors, comment éviter que le poney parfait, poli, le poney parfait, il ne fasse pas 10 heures alors que Biscotto fasse 1 heure? Comment on arrive à trouver les arguments auprès des parents, auprès des enfants, pour justement répartir, changer de poney? Parce que généralement, les enfants qui ne sont pas en confiance, qui font un petit peu peur, ils veulent toujours le même. Quel truc vous utilisez pour répartir vos cavaleries et justifier vos choix par rapport à certains? Parce que quand les enfants ils arrivent au poney club, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils vont voir la feuille et ils regardent qui est-ce qui monte et ils échangent. Oh là là, je me tape encore Biscotto, j'en ai ras-le-bol, mon moniteur me déteste, il fait exprès. Et là, cette question-là, elle est aussi pour vous dans la salle. Oui, ah, pardon. Alors, Charlotte Ramon. Bonjour à tous. Oui, chez nous, dans plein de clubs, on propose aussi de choisir l'animal et ça rejoint, je trouve que l'idée de l'amour pour un animal aide à sécuriser soit l'enfant, parce qu'il a besoin de cet animal pour s'apaiser et pour progresser, soit le poney qui a besoin de ce lien pour s'apaiser, pour progresser dans la cavalerie aussi. Donc le choix de l'animal, au lieu d'avoir un montoir et d'attribuer, ça a du sens pour les deux, en fait, pour faire progresser et l'enfant et le poney. Oui, enfant, c'est bien, c'est tout le temps les mêmes qui sont choisis. Oui. Oui, nous on leur explique qu'en fait, et en même temps le discours il est aux parents autant qu'aux enfants, chaque poney est un professeur et chaque poney aura quelque chose de différent à apprendre à l'enfant et à faire ressentir. Ceux qui ont beaucoup de gaz, ils vont apprendre l'utilisation de la glisse. Ceux qui sont plus froids, ils vont développer l'énergie et le fait de s'obstiner un petit peu, de ne pas lâcher. Donc le fait de monter plusieurs poneys, même si on a un affectif particulier, va nous permettre de renforcer sa palette de sensations et de compétences techniques. En fait, je dirais que chaque poney a sa qualité dans des disciplines différentes. C'est-à-dire qu'il y a des poneys qu'on ne supporte pas pour sauter, mais par contre qu'on supporte très bien pour faire des pony games et attraper des objets parce que justement ils sont un peu lents, donc on a le temps d'attraper l'objet. Moi j'ai une anecdote, j'avais une cliente une fois quand j'étais chef monitrice, qui distribue le cheval, elle me dit mais je vais monter cette grosse. Voilà. D'accord. Son nom indique, et donc je lui donne un autre cheval, j'étais jeune monitrice, et je me dis je vais faire un jeu que cette jument déteste. J'avais un jeu que la jument détestait. Ouais. La dame au bout de 5 minutes, elle m'a demandé pitié de monter le cheval qu'elle disait la grosse. Elle a apprécié ce cheval et après elle voulait tout le temps le monter. Alors donc je pense que chaque poney a des activités, des jeux adaptés. Il faut que le moniteur il sache adapter la séance. D'autres idées? Julien propose aux enchères, Nelson. Non? Le meilleur poney? Non. Okay. Juste, moi je pense que ça dépend de l'objectif avec lequel l'enfant et le parent arrivent dans le centre équestre. Si l'objectif c'est de créer une relation, le laisser choisir, le laisser garder et changer quand l'enfant se sent de changer de poney, c'est un objectif pédagogique. Si l'enfant et le parent arrivent avec un objectif de compétition, avec beaucoup de techniques, oui, changer de poney, c'est une pédagogie pour arriver à avoir beaucoup plus de techniques sur plus de poney. Mais je pense que c'est vraiment de partir de... encore une fois, des attentes et de l'enfant et du parent, qui peuvent être des fois différents d'ailleurs. Merci. Un petit sujet aussi, combien d'enfants dans une reprise? Ça dépend un petit peu de leur âge. Oui. Je dirais que 8 c'est bien, 8 pour les petits, ça va. Alors, quel âge? Non, répondez l'âge. On va dire pour les 4-6 ans. On va commencer avant pour les bébés cavaliers, avant 4 ans, on en met combien par reprise? 15 pour Céline. Ok. Alors, 6 pour les petits, ok. Alors après 4-6 ans, ça évolue.
Non, non, c'était une blague de Céline. Alors, vous, dans vos... C'était 8 pour les plus jeunes 4-6 ans et on monte à 10-12 après. D'accord, Brigitte? Oui, tous un peu dans cet ordre-là. Nous, on va jusqu'à 6 quand le moniteur est tout seul. Ça dépend du moniteur, ça dépend s'il y a un doublon sur le moniteur. 6 sur les enfants à la maternelle. Nous, on sépare bien les enfants de maternelle et ceux après. Et après, au-dessus de la maternelle, quand ils rentrent en CP, on trouve qu'ils sont plus autonomes. Ça dépend de leur autonomie, donc on peut compter jusqu'à 10. Et classiquement, 1 heure par semaine? Ou alors est-ce que vous essayez justement de faire plusieurs cours, non pas uniquement pour rentabilité, mais essayer de les faire avancer plus vite? Bah, je pense que c'est lié un peu à la concentration aussi. Pareil, les enfants à la maternelle, on ne propose pas plus que 35 à 40 minutes. Parce que la concentration, ils aiment bien changer souvent d'activité, avoir quelque chose qui est dynamique et varié. Donc plus longtemps, c'est un peu compliqué. Monter plus qu'une fois par semaine, certains sont demandeurs. Mais après, c'est le budget des parents qui est compliqué. Moi, c'était venir une fois au Poney Club, mais il y avait ceux qui choisissaient de faire juste une séance et ceux qui avaient pris les matinées du mercredi matin, qu'on avait appelé les mercredis Trotop. Et donc le mercredi Trotop, c'était passer son mercredi matin avec le Poney. Et dans vos séances, est-ce que la préparation, le pensage, ça fait partie de la séance? Est-ce que c'est la préparation, on vient préparer avant? Et dans certains poney clubs, on choisit son poney, on va le brosser et on se retrouve au début de la leçon. Ou alors c'est vraiment une partie intégrée à la leçon? Alors c'est une partie intégrée à la leçon parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui canalise ça, il faut qu'il y ait quelqu'un pour guider les enfants. Donc il faut qu'il y ait un moniteur ou un aide-moniteur ou un plus grand avec un système de parrainage pour guider l'enfant. Mais toujours un enseignant qui a l'œil là-dessus parce que c'est pour des questions de sécurité tout simplement. Nous, c'est pas compris dans l'heure, mais il y a toujours le pensage avant pour préparer le poney. Et ce qu'on fait aussi sur les petits qui sont à la maternelle, c'est qu'on fait systématiquement à l'entrée dans le manège le jeu à pied une fois. Déjà pour qu'ils, à pied en tenant le poney. Déjà pour qu'ils apprennent à mener le poney sur l'exercice et se repérer dans l'espace, parce que c'est une difficulté pour eux, sans la difficulté de pouvoir diriger. Donc ils ne sont pas forcément à poney 1 heure, il y a toute une partie de poney. Les poneys, oui. Alors, expérience Laurence, est-ce que tu peux développer ce projet? Là, on est sur un vrai projet de produit, le mercredi matin alors. Alors, le mercredi matin, on avait une souplesse horaire, déjà. Donc, c'était 9h midi, mais il y avait une souplesse horaire. On pouvait, de façon à ce que les parents puissent amener les enfants à partir de 8h30 et les récupérer jusqu'à 12h15. Parce que les 100 km des mamans le mercredi matin, le mercredi, c'est une vraie réalité. Il faut qu'elles jonglent avec tout ce qui se passe pour tous les enfants. Donc, l'activité était prévue avec un temps sur la souplesse horaire, un truc que les enfants pouvaient arrêter sans problème. Genre, plein de choses. Il y a plein de choses possibles. Ça passe de l'art plastique à la connaissance un peu de typologie, etc. Il y a plein de choses à faire. Et le reste du temps, les enfants il y avait les 4-6 ans sur un groupe avec un moniteur et un deuxième groupe avec les plus grands, un autre moniteur. Voilà. Et donc leur matinée ils avaient leur terrain séparé et leur matinée se passait à prendre un peu plus de temps justement pour les soins au poney, connaître un petit peu mieux ses besoins, et puis vraiment un temps ludique à poney, peut-être plus long justement que dans les séances d'1 heure. Les carottes. Et les carottes, oui, merci Camille, on avait pris un abonnement aux carottes, et on recevait 100 kilos de carottes tous les mercredis matins de bonne heure. Et on distribuait les carottes au poney avec les enfants. Et je vendais ça, non, c'était un abonnement plus cher, bien sûr. C'était un mini-stage, on ne pouvait pas venir ponctuellement, il fallait s'engager pour l'année. Une autre question. Question dans la salle, une intervention. Quelqu'un. Je suis étonné. Oui, je pense que
ce schéma de l'heure d'équitation, c'est quelque chose qu'il faudrait exploser, c'est pas possible. Il y a ça encore dans la tête des parents, etc. Mais l'heure d'équitation, si on veut cultiver la relation avec le poney, c'est pas possible. Et s'occuper du poney avant le cours, non, ça fait partie du cours. Il faut le vendre, ça. Il faut le vendre. Déjà sur le plan des assurances, c'est un peu curieux qu'un gamin qui a cours à 14h soit là à moins 20 pour brosser son poney. Voilà. Je pense que ça doit être intégré dans la séance. Et moi, chez moi, il y a à peu près une demi-heure de préparation, 3/4 d'heure de séance à pied et montée, et un quart d'heure après, retour au calme, massage du dos du poney, petite récompense, remise au pré, ce genre. Moi j'avais une question à poser, je voulais voir le cheminement. Serge, il y a 50 ans, tu découvrais le Shetland, je voudrais savoir comment tu es arrivé à la Villette, je crois, pour faire des balades à poil à Shetland il y a 50, 55 non, pas 70, mais en tout cas il y a très longtemps. Et comment tu as découvert le Shetland et comment tu t'es lancé au Shetland, puisque avant tu avais une autre activité? Moi j'ai toujours eu plusieurs activités, mais le Shetland j'ai découvert quand mon père a acheté le premier poney, j'avais 2 ans, 3 ans, et puis ensuite il a racheté tout un troupeau dans un cirque, il y en a eu une quinzaine d'un coup, j'avais 8 ans, 9 ans, et voilà, avec les copains on a commencé à faire une bande poney. Voilà. Donc j'ai commencé sans moniteur bien sûr, sans matériel, sans selle, en bricolant avec des ficelles de ballot pour faire les filets et puis monter dessus, et sans carrière, sans manège au milieu des prés, à se ramasser et à passer son temps à essayer de les rattraper. Et c'est là où j'ai appris, et ça m'a beaucoup appris par la suite, ça m'a beaucoup servi par la suite, la psychologie de la fuite. Parce que quand vous passez des journées entières à essayer d'attraper des poneys dans des prés de 50 hectares, c'est compliqué. Surtout s'ils ne sont pas touchés tous les jours. Merci. Question? Non? Eh bien, Zoé, oui, tu faisais des signes pour on reprend là, d'accord, la méthode. Alors, l'identité de mon poney club, ma cavalerie pour les petits, mon enseignement sécurisé, valoriser l'équitation à Shetland, mes méthodes d'apprentissage, mon planning de séance. Est-ce que vous pouvez parler des séances? Comment vous structurez une séance? Alors moi, je pense que la difficulté principale des moniteurs, et pour ça qu'ils n'aiment pas les Shetland, parce que je pense qu'il faut convaincre les Shetland. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'élèves moniteurs dans la salle. Les élèves moniteurs, ils ne veulent pas faire les Shetland parce qu'ils estiment que le Shetland est un poney têtu, et les parents aussi. Alors moi, je pense comme Audrey, que le Shetland n'est pas du tout têtu. Il est simplement éduqué par les enfants de 3 ans. Donc forcément, il n'a aucune rigueur. Mais si on éduquait les chevaux d'1m70 par un enfant de 3 ans, je pense qu'on ne monterait pas dessus. Donc c'est à nous de donner un cadre, et c'est aux moniteurs un petit peu de donner des exercices qui sont adaptés. Et souvent, les moniteurs, le problème, c'est qu'ils font les uns derrière les autres, que comme vous disiez tout à l'heure, un cheval de tête, et quand on n'a pas ce fameux poney de tête, on ne sait plus quoi faire. Donc c'est important d'apprendre à tous les poneys à être en tête. Donc dès qu'on a un jeune poney, le mettre devant, etc. Et après, pas faire tout de suite les uns derrière les autres, ou allez, faites ce que vous voulez aujourd'hui, parce que ça n'a aucun sens. Donc apprendre l'autonomie petit à petit, ce que j'appelle la semi-autonomie, des exercices 1 sur 2, un qui va tout droit, un qui tourne, un qui prend le pont. Voilà, faire déjà ça ou pas beaucoup se les séparer, et apprendre aux moniteurs à faire ces exercices-là de semi-autonomie pour leur faire apprendre à apprécier le poney et faire que le poney, en fait, c'est un cheval comme un autre. On peut faire de la très bonne équitation à chaque fois. Alors justement, les indispensables. Allez, si on devait lister... Les indispensables, avoir une aire d'évolution adaptée. Donc par exemple, pour les petits, un rond blanche, c'est très adapté parce qu'il n'y a pas les coins. Donc le poney a toujours, le moniteur a toujours l'œil dans son poney. Ensuite, les poneys n'aient pas peur du moniteur. Ça aussi, c'est très important. Donc comme le dit Laurent, c'est essentiel. Donc passer beaucoup de temps avec vos poneys, faire du travail en liberté avec les poneys. Donc le rond blanche est très adapté. Leur apprendre avec les uns vers les autres, pas se doubler, mais leur apprendre aussi à faire en autonomie. Travailler longue graine, que le moniteur passe vraiment du temps à ce que le poney obéissent à la voix et au placement du moniteur. Et ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a plus de chambrière au milieu des carrières? Non. Je peux poser des questions. C'est une question de Candide. Parce que nous, on avait des chambrières à l'époque. Et ça marchait bien. Laurence. Il y a aussi, à mon avis, un indispensable, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'attention des enfants. Mais effectivement, si on les met en file indienne,
au bout d'un moment, l'enfant qui est sur le poney de tête est attentif et puis les autres, pouf, dorment et ça suit. J'utilisais beaucoup les histoires. Les histoires avec une mise en situation, le terrain aménagé, de façon à ce que chaque enfant puisse faire évoluer son poney. Et dans la mesure où c'est l'enfant qui a vraiment décidé, c'est pas pour les beaux yeux de la monitrice ou du moniteur, c'est l'enfant qui a vraiment décidé d'aller là, et bien il va réussir à prendre des moyens. Et le moniteur n'est pas toujours en train de donner des conseils, pas toujours en train de dire des choses, mais sur le côté, en référent, je dirais, pour l'enfant qui a besoin qu'on l'aide à y arriver. Déjà, la matérialisation, c'est indispensable. Parce que justement, si vous commencez à leur demander d'aller dans l'autonomie, l'enfant qui dit je veux aller plus ou moins par là, le poney finalement va par là. Et c'est là que débute le fait qu'on dresse les poneys. Donc toujours matérialiser, beaucoup utiliser le ludique, mais ludique avec des règles et en respectant les règles. Parce que souvent on se rend compte des moniteurs, ils mettent des jeux en place, il y a une règle approximative, tout bête, un slalom, il faut passer derrière le dernier plot, le poney n'est pas passé derrière le dernier plot, ils n'insistent pas pour que le poney passe derrière le dernier plot. C'est-à-dire qu'ils le font revenir, ils disent une petite remarque gentille, bah c'est pas grave. Bah si c'est grave, surtout pour le poney, parce qu'en fait ça le dédresse. Comme il n'est pas passé derrière le dernier plot, bah, puis d'après il passe encore un mètre avant, encore un mètre avant, encore un mètre avant. Donc l'enfant ne peut pas s'auto-évaluer et vous ne pouvez pas évaluer vos élèves si vous ne matérialisez pas le terrain. Et en plus, le fait de matérialisation, ça améliore aussi l'attention des enfants. À vous écouter, j'ai l'impression quand même, excusez-moi, comme ça, que vous avez que des poneys parfaits et que des enfants qui n'ont pas peur, qui respectent tout, parce que franchement, quand on fait des slaloms, c'est souvent les poneys qui ne font pas dernier plot. Et quand vous avez un groupe où vous avez 12 enfants et que vous avez 3-4 poneys qui ne font pas de dernier plot, c'est difficile d'intervenir. Non, parce que je pense que si vous mettez la rigueur à chaque fois, perdez du temps peut-être au départ, et vous gagnez après. C'est comme l'histoire des étriers. Tout à l'heure, j'entendais des moniteurs qui disaient « moi, je débute avec des étriers ». Oui, on a l'impression qu'on gagne du temps au départ. C'est-à-dire que les enfants, on peut les mettre très vite au trot avec des étriers. Mais finalement, on en perd après, parce qu'ils n'ont pas l'équilibre sur leurs fesses. C'est une question de toujours le moniteur et de la pression des parents. Il faut gagner du temps, il faut les mettre dans les allures, il faut vendre du galop, il faut vendre du trot. Ben non, pas forcément. Laurence. Je voudrais revenir sur le dernier plot, justement. Et il y a une petite chose toute bête, c'est que les plots, ils sont en bas, au sol. Oui, ça on savait. Et l'enfant doit regarder devant lui pour diriger son poney, pour être efficace. Donc déjà, la matérialisation, elle est à l'œil, à hauteur du poney, à hauteur de l'œil de l'enfant. Voilà. Ensuite, eh bien, le dernier plot, il ne faut pas mettre tout de suite un slalom de 5 plots, évidemment. Mettez-en 3. 3 dans la longueur où il y en aurait 5, dans la même distance. Et puis progressivement, eh bien, il y a un défi, il y a un enjeu. On essaye de rajouter un plot dans la même longueur de terre. Sur les mêmes 30 mètres, on rajoute un plot, et puis un autre, et puis un autre. Voilà. Et progressivement, l'enfant y arrive, même avec un poney qui n'est pas complètement évident. J'ai pas compris le concept de 3 dans la longueur où il y en aurait 5. Ah, je m'exprime mal. Mettons ton manège, le manège, on a une longueur de 30 mètres dans notre manège, eh bien je mets uniquement 3 plots. Un à chaque bout, près du petit côté, et un au milieu. Donc il y a cette espèce de... Le slalom du départ est très facile. Et en plus il est expliqué... parce qu'il y a justement des travaux au milieu, donc on met des petits travaux sur la piste, et hop, les enfants conduisent leur poney et ils sont bien obligés, ils évitent les travaux tout simplement. Puis après, tu rajoutes des zones, on utilise les couleurs par exemple. Quand le repérage est rouge, on ne peut vraiment pas y aller, il faut éviter. Et puis quand le repérage est vert, on peut passer. Ok. Question d'intervention. Je voulais savoir dans vos séances, par rapport aux consignes que vous donnez, comment vous évitez les consignes péjoratives comme donner un coup de talon, donner un coup de cravache, il y a l'utilisation de la cravache tirée sur les rênes, qui sont des mots péjoratifs qui peuvent même par les parents être entendus et
donner une notion de violence aux poneys. Alors je veux bien qu'il y ait l'éducation des poneys, mais on a toujours des poneys chez nous qui sont très froids à la jambe, malgré le travail qu'on peut faire dessus. Donc comment vous évitez ça? Après, par exemple, donner un coup de talon, ça peut faire du tam-tam dans le ventre du poney. Ça peut être fait du vélo, du pédale, des choses comme ça. Tirer, moi, je n'utilise jamais parce que si les rênes sont ajustées sur un enfant de bon âge, moi, je dis lève les mains, écarte la main, penche-toi en arrière. Ça revient au même, donc il n'y a pas besoin d'utiliser ces mots-là. Oui, bien sûr. Oui, moi je parle plutôt de communication. En fait, ton poney, il n'a pas compris la consigne, demande-lui différemment. Ou demande-lui un petit peu plus fort. Voilà. Si on parle en termes de communication plutôt que obéissance, du coup, les mots ne vont pas avoir le même poids. Voilà. Moi, j'emploie le mot badi, donc du mot cravache. Parce que la connotation est complètement différente. Cravacher, c'est un mot violent. Et j'explique qu'un coup de pied dans le cœur, parce qu'un coup de talon, c'est un coup de pied dans le cœur, c'est vraiment plus violent qu'une petite sollicitation. Charlotte, comment traduit-on coup de talon en langage pédagogie positive? Ouais, effectivement, j'aime pas trop donner des coups de talon, mais on peut avoir une attention qui est plus forte, on peut serrer plus fort, on peut décider, aller au bout de sa décision. Je parle souvent de ça, aller au bout de sa décision. Tu as décidé d'aller vers le col jaune, tu vas jusqu'au bout. Quoi. Moi, j'utilise différentes forces. Je leur demande d'agir avec une force mouche, enfin choisir des animaux qui leur parlent, avec une toute petite force, leur faire choisir, souvent c'est la mouche qui revient, et jusqu'à, par exemple, l'éléphant pour la grosse force, qui serait de plus en plus fort avec les gens. Donc j'utilise jamais de coups de talon en fait, je parle de ça. Et nous allons applaudir Brigitte et Laurence.